Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Bonjour tout le monde! Bienvenue à Café Snake. Aujourd'hui, c'est Café Snake épisode 67. C'est un épisode disponible pour tout le monde sur toutes les plateformes. Juste vous rappeler qu'un épisode sur deux est disponible uniquement au complet sur notre Patreon, le patreon.com/Café Snake. De quoi tu vas parler aujourd'hui, Daphné? Moi, je vais parler du retour de la femme ingouvernable de Miss Piggy à Lily Allen. Et toi, Mounir? Moi, je vais faire une espèce de OD recap, mais aussi à travers la lentille des choix éditoriaux de la production d'Occupation Double par rapport aux pratiques religieuses des candidats. Et sans plus tarder... Les DJ News! Toudoudou! Hey. Survivre à cette dépression saisonnière, on a pensé en discuter, mais plus largement aussi de santé mentale avec l'artiste et auteure Sarah Hébert. La dépression saisonnière, vous connaissez ça, vous aussi? En fait, non. Moi, mon genre de sujet que d'habitude, mais chialer, ça va toujours être dans mes cordes. Fait que j'apprends ce matin dans le Journal de Montréal que la STM ne s'est pas présentée aux négociations depuis avril 2024. Il est ouvertement pro-palestinien et il a repris en son temps un slogan, le slogan mondialiser l'intifada, en clair, faire la guerre aux juifs partout dans le monde. Et quand on lui demande de condamner le 7 octobre, et bien souvent il botte en touche, il répète que le problème c'est l'occupation d'Israël. Est-ce que ça ne vous choque pas? Il y a trois fausses informations dans ce que vous venez de dire. Le fait que ça voudrait dire faire la guerre aux juifs partout dans le monde. Comment vous traduisez ça? Mondialiser l'intifada, je veux bien votre définition. Je vais corriger vos trois contre-informations avant de répondre à votre question. Mais mondialiser Deuxièmement, il n'a pas utilisé ce slogan. Ça, c'est une deuxième contre-information. Si, il l'a utilisé, il a repris à son constat. Pas récemment, il ne je l'a vous pas l'accorde. utilisé. On lui a posé la question de savoir si ça le choquait que des jeunes personnes l'utilisaient. Et il a dit, je ne suis pas là pour faire la police des mots. Et vous traduisez ça par le fait que lui a utilisé ce slogan. Il l'a repris pardon, madame, de vous le dire. Pardon, madame, de vous le dire, temps. mais je crois que vous êtes ici pour informer les gens et pas les désinformer. Et là, en l'occurrence, par votre question, vous les désinformez. The name is Mamdani. M-A-M-D-A-N-I. The name is Mamdani. OK, donc on commence avec des news en tech. Alors, Google a annoncé le 6 novembre un partenariat avec les marchés de prédiction Kalshi et Polymarket. On parle souvent des plateformes sur lesquelles on peut parier sur l'issue d'événements réels, par exemple des élections, ou encore toutes sortes de choses. Même dans la pop culture, on pourrait parier, par exemple, sur la durée de la relation entre Justin Trudeau et Katy Perry. Google a dit qu'il va intégrer les données des deux plateformes à ses résultats de recherche pour le moment sur Google Finance, mais il y a des médias qui ont dit que ça allait être intégré un peu partout, en fait, dans nos recherches Google. C'est mystérieux. On sait pas trop comment ça va être déployé. Exactement. Polymarket et Kalshi se positionnent pas nécessairement comme des plateformes de gambling, même si c'en est, mais plutôt des plateformes de données qui nous permettraient de prendre le pouls du sentiment général par rapport à certaines éventualités. Là, je donne un exemple parce que je suis allée sur Polymarket tantôt, mais quand on ouvre la page principale, un des marchés de prédiction, c'est « When will the government shutdown end ?» Là, il y avait plusieurs paris. Et quand j'ai regardé, 87% des gens qui avaient acheté des positions avaient voté pour entre le 12 et le 15 novembre. C'est comme cette semaine d'abord. C'est ça qu'eux disent cette semaine. Ben, en tout cas, ça, c'est le pouls du sentiment général. Mais ça peut aussi glisser rapidement vers des prédictions, des éventualités assez dérisoires. Avec ces marchés-là, tu sais, c'est comme si tout était matière à spéculer. Par exemple, là, je donne un autre exemple de marché prédictif qui apparaissait directement là, sur la page principale. On demandait combien de temps est-ce que le président Trump allait serrer la main de Ahmed al-Shara, qui est le président syrien intérimaire. Donc aujourd'hui, là, on est lundi, on enregistre le 10 novembre, ben ils sont censés se rencontrer. Donc combien de temps est-ce qu'ils vont échanger une poignée de main?
Fait que là, t'as des choix, donc moins de 2 secondes, entre 2 et 6 secondes, aucune seconde, et là, les gens vont parier là-dessus. C'est intéressant aussi, on avait couvert Polymarket à la suite des dernières élections américaines l'année dernière. Cette semaine, il y avait l'élection à la mairie à New York, puis Polymarket a fait une publication sur tous ses réseaux 1 minute avant que les bureaux de vote ferment, puis ils ont annoncé directement la victoire de Mamdani à New York. Fait que je trouvais que c'était comme un changement de posture de Polymarket avant, qui était comme, ils postaient leurs statistiques, voici qu'est-ce que les gens disent sur Polymarket, puis là, ils ont comme prétendu pouvoir annoncer quelque chose qui s'est même pas encore passé. Ben, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au lieu de se positionner comme des plateformes de gambling ou de casino, c'est vraiment comme des médias, en fait. Ils vont décider des sujets d'actualité à couvrir, puis ils vont agir comme des médias avec des grands titres, des headlines sur les... C'est ça, c'était écrit « Breaking, Mamdani wins », puis c'était comme les bureaux de vote étaient pas fermés encore. Mais là, tu sais, le dernier marché de prédiction dont je parlais, donc c'est le temps de serrage de main, là, entre Trump et Ahmed Al-Shara. Ben, imagine si, par exemple, t'allais sur Google puis tu tapais Trump rencontre président Syrie. Puis là, tout d'un coup, ben, t'avais plusieurs articles qui sortaient, donc des sites internet référencés, mais t'avais aussi, je sais pas moi, dans la marge à gauche, les marchés prédictifs qui sont liés à cette rencontre-là, notamment cette espèce d'histoire de parier sur le temps de la poigne de main entre les deux personnages. Évidemment, tu sais, on parle souvent de ces plateformes-là comme une alternative aussi, pas juste aux médias, mais aux sondages. Donc, quelque chose qui nous permet de prendre le pouls de ce que les gens pensent. Puis, on parle aussi de wisdom of the crowd, donc sagesse collective. Point qui revient beaucoup, genre, que je voyais dans des médias de droite, c'était genre, ben, les marchés prédictifs, on peut beaucoup plus leur faire confiance parce que les gens mettent de l'argent. Comme si le fait que les gens étaient prêts à investir financièrement dans leurs prédictions, ça donnait plus de valeur que comme un sondage. Ouais, mais Max Reed, une personne qu'on aime citer à Café Snake, il avait un papier, je pense, qui a écrit cette semaine ou la semaine passée, qui parlait justement de ce deal entre Google. Je sais pas si je le dis bien, là, je dis jamais ça bien. Google. Puis il disait, tu sais, dans le fond, les gens qui vont surtout bêter à date sur Polymarket puis Kalshi, c'est quand même un portrait démographique, tu sais, majoritairement des hommes et surtout right-leaning, donc qui semblent se tasser plus vers la droite. Puis aussi l'âge, là, j'imagine que comme la majorité doit genre être en bas de 40 ans. Là. Ben, surtout pour Polymarket, c'est directement avec la crypto que tu transiges, fait que d'emblée, il faut que tu sois les mains dans la crypto. Puis c'est des marchés aussi qui sont facilement manipulables, c'est-à-dire que quelqu'un avec beaucoup d'argent pourrait acheter massivement des positions, justement influencer les prédictions. Et les deux plateformes, ça, je l'ai lu aujourd'hui, en fait, ils entretiennent des liens avec le Parti républicain parce que Trump Jr., c'est un advisor, donc un conseiller payé pour la plateforme Kalshi. Et il est non seulement aussi un conseiller pour Polymarket, c'est aussi un investisseur de Polymarket. Bref, c'est ça, c'est juste une parenthèse d'Ignews, mais ça participe à la casinoification de nos vies, comme en tout cas, le terme que j'avais employé il y a quelques semaines déjà. Tout devient matière à prédire, à gambler, à spéculer. Puis là, maintenant, si on va faire des recherches Google, peut-être que dans un futur rapproché, on va être encore plus plongé dans cette réalité-là. Puis même Google va nous le rappeler à chaque fois qu'on cherche des informations, ne serait-ce que la météo. Tu sais, on pourrait littéralement commencer à parier sur le temps qu'il va faire demain. Ben, pour rester aux États-Unis, moi, mon DG News concerne la fissure dans la droite américaine. Là. J'ai appelé ça division de la droite américaine update parce que pour les gens qui suivaient, j'avais fait un segment complet sur Nick Fuentes, qui est cette figure qui monte en proéminence dans la droite américaine. Juste aussi corriger une erreur que j'avais fait, j'avais dit dans l'épisode qu'il avait 25 ans, non, il y a 27 ans, Nick Fuentes. Là, ça a été le sujet le plus important de la droite américaine la semaine dernière. Grosse confrontation au sommet, donc pour juste faire un petit résumé, Nick Fuentes, c'est un podcasteur, commentateur politique américain de droite, d'extrême droite, qui s'identifie lui-même comme un white nationalist. Beaucoup de son commentary ou de son humour est vraiment une récupération du langage de 4chan du milieu des années 2010. Ses fans qui s'appellent les Groypers sont quand même une force en présence sur Twitter particulièrement, mais aussi sur Instagram, que je vois une grosse recrudescence du contenu de Nick Fuentes. Et là, comme j'en avais parlé la dernière fois, c'est que depuis plus qu'un mois maintenant, Nick Fuentes fait une immense tournée médiatique de plateformes qu'il avait longtemps jamais voulu le recevoir. Il est allé à la podcast de Patrick Bet-David, entrepreneur américain qui a une immense podcast parce que Trump était allé aux dernières élections. Il est allé au Red Scare podcast. Il est allé au Dave Smith Show. Et là, plus récemment, il est allé rencontrer Tucker Carlson
pour une longue entrevue. Tucker Carlson, qui était un ennemi de Nick Fuentes pendant longtemps, parce que Nick Fuentes s'est tout le temps inscrit en opposition à la droite mainstream américain, au parti républicain, en fait, dans son ensemble. Un de ses plus grands ennemis qui l'envoyait tout le temps chier, c'était Charlie Kirk, tu sais, comme, il voyait vraiment Charlie Kirk comme cette espèce de rempart qui l'empêchait de capturer le zeitgeist sous la popularité chez les jeunes. Puis, tranquillement, lentement mais sûrement, mais les jeunes devenaient de plus en plus fans de Nick Fuentes comparé à Charlie Kirk. Pour lui, il considérait que Charlie Kirk était pas assez à droite. Ben, il considérait que Charlie Kirk était à la solde de l'establishment républicain qui, lui, défendait des positions géopolitiques ou une politique extérieure qui était pas d'accord, surtout par rapport à l'appui des États-Unis à Israël, puis cette espèce d'automatisme que l'establishment républicain a tout le temps vouloir tout faire pour défendre Israël. Je dirais aussi l'establishment démocrate. Ouais, c'est ça, mais lui, il parle pas de ça, vraiment, là, il parle juste, il s'attaque vraiment frontalement aux républicains, ou qu'est-ce qu'on dit tout le temps là, dans ces cercles-là, aux néocons, aux néoconservateurs. Quand on parle de néocons, souvent on veut faire référence à leur posture sur la politique extérieure des États-Unis, puis c'est ça, l'appui à Israël, le financement d'Israël, puis l'influence de lobbies israéliens comme AIPAC, de lobby. Là, c'est comme le langage est important, là, parce que AIPAC est un lobby américain, d'Américains qui veulent que les États-Unis aient une très bonne relation avec Israël. C'est pas un lobby israélien proprement dit. Fait que c'est ça, là, Nick Fuentes, il est allé à Tucker Carlson, puis ça a été vraiment... Nick Fuentes, j'ai écouté beaucoup ses entrevues qu'il fait dans ses longs échanges, puis vu qu'il joue la carte de la jeunesse, que c'est un jeune, dans le fond, il raconte son parcours de vie, que lui, il équivaut au parcours de toute sa génération. Il dit, moi, je suis le produit des mandats de Trump. Moi, j'avais 18 ans en 2016. Je me suis créé intellectuellement puis idéologiquement sous l'ère Trump, et beaucoup des gens qui me suivent me ressemblent, donc ils parlent un peu en leur nom. Il fait souvent il y a cette espèce de flou entre quand il parle de lui puis quand il parle de sa génération de jeunes hommes désaffectés qui ont supporté Trump en 2016. Puis il raconte tout le temps son parcours de vie, puis au lieu de parler de dunker sur la gauche, tout le long, il parle de à quel point son opposition ou pas son soutien pas indéfectible à Israël a fait en sorte qu'il a tout le temps été mis de côté de la droite, que Ben Shapiro a essayé de le canceller quand il avait 18 ans, en le quote-tweetant quand il avait même pas 1000 abonnés. T'sais, il crée ce récit-là de lui qui a tout le temps été cancellé, littéralement. Puis ça, c'est les gens qui l'interviewent le laissent aller, puis lui posent des questions, puis jouent tout le temps à quel point ils sont choqués que t'étais juste un enfant, puis on a essayé de te persécuter, blablabla. Mais pendant tout ce temps-là, il va édulcorer un peu ses positions qu'il avait dans son show America First, qui l'a fait connaître, parce que lui, tout son mouvement, il appelle ça America First, sa podcast s'appelle aussi comme ça, où est-ce que là, il y a des clips où est-ce qu'il est comme « Hey, Hitler est nice », il fait des jokes de Adolf Hitler, et il dirait qu'il a même déjà dit dans un débat avec un TikToker démocrate qu'il préférait que Adolf Hitler soit président au lieu d'une femme, tu sais, il a déjà dit ça, là, il a dit tout plein d'affaires. Have it run our country right now, your wife or Hitler? Hitler! Of course. I don't have a wife, but if I did, she would not be fit to run the country. I could tell you that much. She can run the kitchen. She can't run the lawnmower. I'll put it that way. And I think anyone would. One's in the chat if you'd rather Hitler over your wife. Two's if you prefer your wife. We'll let the fucking numbers do the talking. Il troll, il ragebait, c'est comme l'ultime troll. Il dit le N-word, il a come up avec un nouveau acronyme, un peu comme MAGA pour ses fans, c'est WAGNAF, qui veut dire, puis là, c'est White Ass N-word going hard as fuck. Il dit tout le temps le N-word. Il y a beaucoup, même souvent dans les comments de IG Reels, qui t'as plein d'Afro-Américains qui sont juste en mode cynique pis ironique, que comme, ouais, c'est actually a real N-word. Genre, le monde, il embarque vraiment dans cette affaire que, je pense que c'est lui qui étire le plus la fenêtre d'Overton en ce moment aux États-Unis. Comme, le fait qu'il dit le N-word dans son calissant, c'est comme un des affronts les plus symboliques à, mettons, les 10, 15, 20, même 30 dernières années. Mais de plus en plus normalisé aussi. Ben, c'est ça. Ouais. Puis là, Ben Shapiro, out of all people, qui est le fondateur du Daily Wire, qui est un commentateur politique qui s'est vraiment fait connaître justement au tournant en 2014, 15, 16, lui avec d'autres, le intellectual dark web, disons, qui ont fait des millions de vues en allant à Joe Rogan à répétition, qui ont créé des shows, qui ont mis en place en fait l'écosystème dans lequel on est en ce moment, parce que la gauche
en ce moment, qu'est-ce qu'elle essaie de faire aux États-Unis, c'est rentrer dans cet écosystème médiatique-là que la droite a quand même créé. Eux, il y avait un réseau avec Jordan Peterson, avec Ben Shapiro, avec Steven Crowder. Puis là, Ben Shapiro a sorti une vidéo de 40 minutes cette semaine où est-ce que c'est un take-down piece de Nick Fuentes. Hey folks, I want to do something different on today's show. We're going to cover one topic in depth. That topic is, I think, the most important thing happening in the country. It was a hot topic last week, but I wanted to take some time to really gather my thoughts and speak on it in coherent fashion, holistic fashion. That topic is the fragmentation of the political right. That fragmentation is being caused purposefully by a splinter faction of people led by a young man named Nick Fuentes. They call themselves the Groypers. They are white supremacists, they hate women, Jews, Hindus, many types of Christians, brown people of a wide variety of backgrounds, blacks, America's foreign policy, and America's Constitution. They admire Hitler and Stalin. And that splinter faction is now being facilitated and normalized within the mainstream Republican Party. The main agent in that normalization is Tucker Carlson, who is an intellectual coward, a dishonest interlocutor, and a terrible friend. C'est ça, il a sorti un take-down piece qui commence les premières minutes, là, il nous fait le cas sur pourquoi Nick Fuentes est misogyne, après il nous fait le cas sur pourquoi Nick Fuentes est antisémite, puis il lui dit dans le fond que lui, sa plus grande préoccupation, c'est le morcellement de la droite américaine. En fait, pour lui, il voit presque ça comme une espèce de coup organisé pour enlever du pouvoir à la droite, faire en sorte que la coalition que Trump a réunie soit dans des infightings, puis que tout ça, ça profite à la gauche, dans le fond. Vraiment, c'est comme fascinant à observer parce que l'Internet, en ce moment, ridiculise Ben Shapiro. C'est comme l'establishment. Ils sont devenus l'establishment. Ouais. Puis c'est fou parce que Ben Shapiro a tout le temps eu la posture de « Facts don't care about your feelings ». Puis là, il nous fait une vidéo pour nous dire que Nick Fuentes est misogyne. Puis il est comme... Ouais, mais c'est sûr, c'est clair que comme on instrumentalise la misogynie à toutes les sauces. C'est comme ça fait penser à Legault qui parle de protéger les femmes avec sa charte, là. Je vais juste le mettre là, je veux pas en parler plus longuement là, parce que c'est un DG News. C'était un gros fait saillant de la vie politique américaine. Puis on dit tout le temps ça à Café Snake, mais c'est juste qu'il y a juste pas de couverture de ça nulle part au Québec. Puis on parle tellement tout le temps de Trump, mais on se perd dans le quotidien de Trump. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Puis on parle rarement des courants idéologiques qui est dans le fond de tout ça. Ouais, puis est-ce qu'il y a une figure québécoise qu'on pourrait rapprocher de celle de Nick Fuentes? C'est un jeune qui porte certaines idées qui ressemblent à un nationalisme identitaire. Ben, il y a des nationalistes conservateurs au Québec, là, mais pas avec l'angle anti-Israël. C'est vraiment ça le core de l'identité de Nick Fuentes, c'est d'être en opposition à Israël, de tout le temps parler de Israel Lobby, de tout le temps citer ces œuvres-là qui ont vraiment remis en question comme le supposé contrôle d'Israël de non seulement la vie politique américaine, la vie culturelle américaine. Tu sais, comme nous, on a une classe de jeunes intellectuels conservateurs, là. J'ai rencontré Étienne Alexandre Beauregard, mais il y a 24 ans. Ouais, il y a 24 ans. Il y a Rémi Villemur, Philippe Lorange, qui sont un peu comme les protégés de Mathieu Bocoté, Richard Martineau, Sophie Durocher. Ils font des... François Legault. Ben, c'est ça. Beauregard, lui, a été le rédacteur de discours de François Legault, mais puis même, parce que c'est drôle, parce qu'avant l'émission, je parlais de Nick Fuentes avec lui. OK, moi, je voulais faire une parenthèse gastronomique parce que ça fait quelques semaines que je pense à ce sujet. Il est dans mes notes, mais je sais pas trop comment ça pourrait fitter dans Café Snake, fait que j'ai décidé d'en faire une Didi News. C'est un commentaire sur l'influence de la technologie et de l'économie sur nos habitudes alimentaires, puis la montée en popularité de ce que certains Américains appellent des slop bowls, ou ce qu'on pourrait appeler en québécois des bols de slop. Quelque chose que je pense que moi et Mounir, on apprécie particulièrement. Les bols, le poulet rouge? C'est ça. Le poulet rouge, c'est un bon exemple de bol de slop. Pas nécessairement quelque chose qui est plaisant à regarder, tu sais, visuellement. C'est un mets qui mélange une variété d'ingrédients. On choisit des options sur un menu. Ça a une dimension donc personnalisable, c'est servi dans un bol. Fait que c'est une forme de fast-food. Puis ici, on est des fans de poulet rouge qui eux-mêmes, leur tagline, c'est des bols de poulet grillé personnalisables. Et c'est apparu au Québec en quelle année, tu penses? Une couple d'années.
2017 quand même. Ben, tu sais, on a regardé ensemble une série télévisée, en tout cas sur YouTube, je sais pas, c'est Mounir qui voulait regarder ça, produite par la famille Abatiello cette semaine. Ben, ils font le flip que Olivier Primo a fait d'arrêter de produire du contenu vertical, court. Ben, ils en font encore, mais moins, puis produire des vlogs avec une meilleure caméra, puis genre monter. C'est ça, fait que ça documentait le rachat de la franchise Le Frier, puis un peu comme si c'était une mission impossible, il y avait un nom de code pour ce rachat-là qui s'appelait le Projet Soleil. Je sais pas, j'ai trouvé ça complètement pourri, là, personnellement. Dans cette émission qu'ils ont produit eux-mêmes, ils faisaient miroiter qu'ils allaient acheter dans le futur une autre grosse emblème québécoise. Puis là, tout de suite, moi, j'ai pensé à Poulet Rouge. Il y a aucune chance qu'ils achètent J'ai Poulet. peur. Puis je pensais aussi à ça parce que on a acheté des bols récemment pour manger dans des bols. Puis depuis qu'on a acheté ça, malgré le fait que je voulais pas les acheter au départ, je les trouvais laids. Mounir a insisté, puis finalement, on se ramasse à manger comme 24 heures sur 24 dans des bols. C'est juste tellement pratique. Mais à quel ordre de ça des bonheurs? Puis je pense qu'il y a quelque chose dans les bols qui fonctionne particulièrement bien avec notre style de vie. Puis c'est même un sentiment que j'ai retrouvé cette semaine dans un texte d'une de mes infolettes que je lis beaucoup de Kyle Raymond Fitzpatrick qui parlait de cette désuétude finalement des assiettes puis la prédominance des bols. Je peux pas croire que... Je te jure. Fait que là, j'étais comme, OK, là, faut que j'en parle. Je sais pas comment je vais cadrer ça. Puis il y a tout un discours quand même sur les slop bowls aux États-Unis que j'étais pas nécessairement tout tapped in là-dedans, mais il y a un article qui est paru dans le GQ en janvier de cette année qui mentionnait le terme. Fait que je sais pas ça date de quand, mais ça... Mais maintenant, même Tim Hortons, ils ont un slop bowl. Là. Ouais. Et mon ami était comme, faut que tu manges ça. Il y a aucune chance que je prenne un bol. Ben pourquoi pas. Fait que le titre de l'article, c'était « A slop bowl is a totally valid way to feed yourself in 2025 ». Fait que c'est quand même collé aux alias. Puis j'avais même regardé aussi une vidéo de Good Work, une chaîne YouTube que je suis, qui posait la question « Why are we eating slop ?» Donc, il y a 2 mois à peu près. Puis, je trouvais la métaphore intéressante parce que moi, dans ma tête, quand j'entends slop, je pensais juste au terme AI slop. Donc, quand on parle de ce qui est produit par l'IA générative. Tu sais, qu'est-ce qui est drôle, moi, quand j'entends le mot slop, avant que ce soit AI slop, c'était à Big Brother. Ah ouais? Il y a une des conséquences qui est comme quand tu perds une épreuve, whatever, il faut que tu manges la slop pendant une semaine. Ah! Puis c'est genre de la purée grise. Mais ils appellent ça littéralement de la slop? Ouais. Eh ben, OK. Depuis... J'imagine, c'est pas Big Brother Célébrité qui a inventé ça, là, ça doit faire partie de la licence, ça doit... Sûrement, je suis sûr que si on faisait je pense à... Ben, c'est ça. Mais, tu sais, ici, tu sais, quand tu parlais de poulet rouge, c'est vraiment un bon exemple, mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, le marché de la slop est plus développé. Il y a Chipotle, Sweet Greens, Just Salad, tu sais, il y en a vraiment beaucoup des chaînes de bols à slop, là. Finalement, c'est vraiment un truc qui se mange bien durant un lunch break quand tu t'es dans une logique de travail, même corpo, où t'as pas beaucoup de temps. L'idée du bol, c'est quelque chose qui se tient bien si tu veux faire plusieurs choses en même temps. Fait que par exemple, tu peux manger ton bol à slop devant ton écran ou même en scrollant. Tu sais, t'as pas besoin de faire... des manipulations. Ouais, exact. T'as pas... D'habitude, même avec un bol de poulet rouge, tu utilises pas nécessairement ton couteau. Genre, y a pas de viande à couper. T'as vraiment juste besoin d'un ustensile puis c'est tout. Fait que ça, j'ai écrit que le bol, c'est un réceptacle qui favorise le multitasking. Fait que c'est comme si ça nous permettait d'être constamment en train de travailler, donc d'augmenter notre productivité ou alors peut-être de scroller sur TikTok juste pour se divertir pendant qu'on mange, mais ça suppose aussi que le moment du repas, il est plus nécessairement social. C'est un moment où on va consommer du divertissement, mais dans notre bulle algorithmique. Mais je pense aussi que, je sais pas si sûrement tu l'as dans tes notes, mais genre, le rapport à genre la déconstruction du repas en genre des ingrédients que t'ajoutes toi-même par rapport à comment qu'on calcule tout, ok, les protéines, les légumes, les amis les plus en shape, ils mangent ça du poulet rouge parce qu'ils sentent que ils mangent de quoi de bon, tu sais. Comme... Ouais, ben il y a t'as plus de contrôle sur qu'est-ce que tu manges parce que par définition, le bol à slop, c'est personnalisable. Fait mais que tu connais les ingrédients, je pense que c'est ça. C'est toi qui décides, ben c'est quoi la base? Est-ce que je veux du quinoa? Est-ce que je veux du riz? Maintenant, je vais ajouter des tomates, tu sais. Fait qu'il y a peut-être ça aussi dans cette idée de calculer les protéines, calculer les calories. Puis c'est aussi, c'est du fast-food, mais c'est pas nécessairement comme considéré comme négatif ou mauvais pour la santé. Ça fait partie de la catégorie fast casual ou desk lunch. Vraiment, c'est perçu comme, tu sais, je trouve que ça s'inscrit dans une grille horaire. Puis c'est dans cette idée aussi de, tu
Tu sais, le hustle, on est toujours après maximiser notre temps, mais maximiser toutes les facettes de nos vies. Donc, par exemple, on veut bien se nourrir, contrôler comment on mange, etc. Ben, ça permet ça. Mais une autre chose que ça permet, en fait, ça permet l'introduction de la robotique dans la cuisine. Ce genre de bol-là, il n'y a pas nécessairement d'assemblage très compliqué, hein. C'est un bol, puis on met des ingrédients dans le bol. Quelque chose qui s'adapte à la cuisine robotique. Puis là, j'ai lu justement un article sur la chaîne de restaurants Sweet Greens aux États-Unis, qui est, elle, une chaîne de bol à slop, mais base de salade, qui a lancé le concept de Infinite Kitchen, donc cuisine infinie dans une de ses locations. L'idée, c'est que tout est automatisé de A à Z. La composition, l'assemblage du bol. Puis là, une fois que tout ça est fait, ben tu vas avoir affaire, par exemple, à quelqu'un, là, un humain, qui va, par exemple, s'occuper de ta transaction financière. Je trouve que c'est une gastronomie qui se prête essentiellement à un processus de rationalisation. D'automatisation. On sauve du temps, on sauve de l'argent. Il y a une rationalisation non seulement dans la préparation, dans l'assemblage du plat, mais aussi dans sa consommation. Parce que dans le fond, il n'y a pas de cuisine vraiment, il y a juste, comme tu dis, l'assemblage. Exact, que c'est non seulement dans la fabrication du plat, mais aussi quand on le consomme, on est dans un processus nous-mêmes de rationalisation. Parce qu'on veut sauver du temps, on veut faire du multitask. C'est ça ma parenthèse, bol de slop, bol à slop. C'est pour rendre compte finalement de la slopification de nos vies, puis que c'est logique qu'ils sont enchâssés à la technologie, ben elles sont aussi enchâssées dans nos vies puis dans des activités qui sont concrètes comme... C'est drôle parce que ma sœur, elle fait souvent... Ils se font du poulet rouge, mais à la maison. Ouais. Ben comme nous, on mange dans des bols. Voilà. Ok, donc sujet, mon prochain DG News, j'ai appelé ça Sweeney Report. Pour les gens qui n'ont pas vu ou qui savent pas, Sydney Sweeney est la star d'un nouveau film qui s'appelle Christie, dont le réalisateur est David Michaud. C'est Michaud, là, mais ils mettent O accent aigu D, là, mais c'est Michaud, là, c'est un autre. Ah oui? Oui. Mais moi, j'ai entendu dire que c'était un flop au box-office. Exact, c'est ça. Là, ça, c'est... Vu qu'on enregistre lundi, on peut savoir ça, mais si on avait enregistré hier ou avant-hier, on n'aurait pas pu le savoir. Mais là, ça, c'était la première fin de semaine du film. Qu'est-ce qui amène avec l'apparition d'un film? C'est une tournée de promotion. Donc, Sydney Sweeney, elle a été un peu partout dans les médias dans les dernières semaines, dont une entrevue à GQ, que vous avez peut-être vu passer des screenshots ou des commentaries sur l'entrevue. Elle a vraiment été un succès retentissant dans la droite américaine. Elle a été appelée à parler de la campagne publicitaire qu'elle avait faite avec American Eagle, qui était le tagline, dans le fond, c'est Sydney Sweeney has great jeans, mais on sait pas si on parle des jeans, genre les pantalons, ou des jeans, genre les jeans. Mais je pense que l'ambiguïté, c'était au cœur de la publicité. Exact, c'est ça. Puis il y a beaucoup de gens qui ont tout de suite récupéré pour dire comme non, on parle de ses gènes juste à cause de sa poitrine, de ses yeux, elle est juste belle, on veut juste dire qu'elle est jolie, ça n'a pas rapport avec une supériorité génétique ou de suprématie blanche. Puis c'est une histoire d'eugénisme. Elle a jamais fait de commentaires là-dessus, puis là, l'intervieweuse a essayé plusieurs fois de lui faire parler de ça, de cette critique eugéniste ou suprémaciste blanche, qu'est-ce qu'elle en pense. Elle contourne, elle essaye d'avoir son take, elle lui pose la question plusieurs fois, puis finalement, elle lui dit clairement, tu sais, les gens, ils disent qu'une personne blanche devrait pas faire de blagues sur la supériorité génétique. J'aimerais ça juste te donner l'opportunité de dire qu'est-ce que tu penses là-dessus. T'excuser, non? Elle dit pas apologize, mais elle dit clarify, genre. The criticism of the content, which was basically that, maybe specifically in this political climate, like, white people shouldn't joke about genetic superiority. Like, that was kind of like the criticism, broadly speaking. And since you are talking about this, I just wanted to give you an opportunity to talk about that specifically. I think that when I have an issue that I want to speak about, people will hear. Elle a comme une espèce de posture complètement désengagée. Elle a un visage stoïque. Elle la regarde dans les yeux puis elle lui dit quand je vais avoir un sujet que je vais vouloir apporter, les gens vont l'écouter. Genre quand il y a un sujet que je vais vouloir amener à l'attention des gens, les gens vont l'écouter. Puis elle laisse un silence après, elle la regarde. Puis t'as le visage de l'intervieweuse qui a comme une espèce de sourire demi-honnête mais fake, de genre
ah ouais, c'est ça ta réponse, mais il faut que je sourie parce qu'il y a un décorum, puis je suis supposé jouer comme si j'étais ton ami, mais les gens ont commencé à faire tellement d'analyses basées sur ces deux screenshots-là. Déjà, il y a l'aspect générationnel, on disait c'est le millennial smirk versus le Gen Z stare. Tu sais, c'était ça un peu moi que je voyais beaucoup, puis tu sais, je sais même pas si Sydney Sweeney est Gen Z, real shit, mais genre... Je pense que ouais. Je pense qu'elle a mon âge. Fait que moi, j'ai le millennial smirk. Ben, je pense pas que tu l'as, mais je pense que le millennial smirk is a thing, là, BuzzFeed era, là, genre... Juste comme les millennials étaient quirky, là. Fais-le, voir juste. Je sais pas comment faire. Ok. Ah, mais je veux dire, les millennials, toi t'aimes le mot whimsy, c'est encore la génération quirky, whimsy, juste comme Harry Potter, whatever, là, tu sais, c'est genre, c'est les millennials, là. Moi, j'aime les pingouins. C'est bon, ça. Puis là, Sydney Sweeney, sa campagne, tu penses que ça s'est bien passé, mais là, sort les chiffres du box-office lundi aujourd'hui, et c'est un flop. Là. Le film a ouvert dans plus de 2000 salles aux États-Unis, a récolté, je pense, qu'à un peu plus qu'$1 million. Là, c'est vraiment, même si c'était du cinéma d'auteur, un Oscar bait film qui a juste une sortie théâtrale à grande échelle pour être qualifié aux Oscars, c'est comme ridicule si tu penses au star power de Sydney Sweeney. Mais là, les gens commençaient à break down pourquoi, en fait, ce serait une personnalité autant populaire, mais que les gens engagent pas avec son film. Puis là, c'est ça là que je trouve intéressant, parce que je trouvais que ça recoupait mon segment de la semaine dernière sur l'apport culturel puis artistique du mouvement MAGA. C'est que si Sydney Sweeney devient une icône du mouvement MAGA, c'est comme la femme fatale, la fille qui est belle, qu'on lost tout over, puis là, en plus, elle est capable de comme remettre à sa place une millennial GQ reporter, genre, oh my god, c'est l'icône. Mais quand elle sort un film qui est sur... Puis là, je lis le film, c'est... Le film retrace l'ascension de la boxeuse américaine Christy Martin de ses débuts modestes en Virginie-Occidentale à sa renommée internationale et explore la relation toxique avec son entraîneur / époux devenu assassin. C'est un film qui recoupe beaucoup de thématiques autour du struggle financier, de la violence conjugale. C'est un film sur genre venir d'un petit beginning de pauvreté puis réussir à comme transcender ça, mais à travers ça vivre plein d'adversité propre au fait d'être une femme. Ben, of course que la fucking base du mouvement MAGA vont pas aller écouter ce film. Si j'ai vu un tweet qui m'a fait rire. Oh, how surprising que genre les incel gooners veulent pas engage avec de l'art. Elle a cultivé cette fanbase de gens qui ont aucun intérêt pour qu'est-ce qu'elle fait autre que pour qu'est-ce qu'elle représente. C'est ça que je trouve fucking intéressant. Ouais. Ben moi, personnellement, tu sais, pour revenir à son entrevue avec GQ, j'ai l'impression que rien n'est laissé au hasard, puis qu'effectivement, elle a dû déjà penser à sa réponse advenant qu'on lui pose cette question-là, puis que c'est une ligne de com, simplement. À la limite, dans ma tête, c'est même pas elle qui a crafté sa réponse, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment des experts en com qui ont dit, bon, s'il se passe telle chose, tu vas dire ça. Je pense que, ouais, for sure, elle a du PR, mais je pense pas que c'était crafté. Je pense qu'il a dit, juste parle jamais de ça. Je pense que la ligne était trop nonchalante. Justement, c'est une nonchalance qui me fait penser un peu l'espèce d'attitude de Donald Trump, tu sais, qui est un peu joueur, trolleur, qui s'en fiche. C'est ça qu'elle met en scène. C'est une façon aussi de regagner le pouvoir dans la conversation, c'est de dire comme si moi j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Donc ça dépend pas de mon interlocuteur. Moi, je voulais faire une autre parenthèse, Teen Vogue, parce que j'en ai déjà parlé dans Café Snake. Je sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. Teen Vogue, qui est un des seuls magazines en ligne qui avait une couverture aux États-Unis ouvertement progressiste au niveau de sa politique ou de ses articles politiques dans les magazines féminins, mais aussi dans les médias at large, parce que les médias américains se droitisent de plus en plus. Puis c'est eux, notamment, Teen Vogue, qui avait fait l'entrevue avec Vivian Wilson, donc la fille trans de Elon Musk, qui avait beaucoup circulé. Vraiment une couverture super intéressante de plein de dossiers politiques. Puis souvent, moi, quand je faisais des recherches quand même pointues là, sur des sujets politiques, je tombais sur des articles de Teen Vogue. Et puis là, tout récemment, ben, on a appris que Condé Nast, qui possède Vogue, avait décidé de rapatrier Teen Vogue à l'intérieur de l'enseigne Vogue.com, donc phagocyté presque le magazine pour ados. Et ça a donné évidemment place à une vague de licenciements assez massif, puis toutes les personnes qui s'occupaient de la section politique, qui faisaient vraiment la différence, puis qui différenciaient Teen Vogue des autres publications, ben ont perdu leur job. Donc c'est comme si finalement
Teen Vogue perdait son ADN, perdait sa couleur, qu'est-ce qui rendait le magazine avait son spécial. edge. Exact. On perd aussi l'expertise de tous ces journalistes qui ont travaillé là. Toi, comment t'as vu ça? Est-ce qu'ils ont fait genre un communiqué, genre tout Ouais, ils ont fait un communiqué. Je dirais que j'en ai entendu surtout parler sur Blue Sky, parce que Blue Sky, contrairement à Twitter, tu sais, je pense que c'est plus progressiste, puis c'est surtout des journalistes que je suis, donc il y avait quand même beaucoup de discours là-dessus. À mes yeux, je trouvais ça étonnant, justement, que Teen Vogue était encore en poste puis continuait son travail. Puis là, tu penses qu'ils ont cédé à la pression de... Ben, c'est pas qu'ils ont cédé, ils ont pas le choix, là. Non, mais je veux dire, pourquoi Condé Nast a fait ça? Mais Condé Nast, parce que Condé Nast, c'est de la merde, là. On met comme dans un impératif de marché, genre, tu veux avoir tu sais, c'est comme Québécois que... Ils sont de droite. Je sais qu'ils sont de droite, mais le capitalisme n'a pas de côté, là. Si t'es capable de générer de l'engagement avec du contenu de gauche, tu sais, comme Québécois, il y a le journal 24 heures, il sort des articles semi-woke. C'est Québécois pareil, là, tu veux juste comme couvrir tous les coins, tous les côtés du marché. Peut-être qu'ils ont sorti des enquêtes de trop, que là, ils ont reçu le call, là. J'ai aucune idée. Bon, ben, mon segment, c'est la deuxième fois cette année, peut-être la dernière ou l'avant-dernière, peut-être qu'on va en parler à la fin de la saison. Mais je voulais parler d'Occupation Double. Pour les gens qui n'ont pas suivi Occupation Double cette année ou qui n'ont pas comme écouté l'épisode où on en a parlé, on assiste à une des saisons d'OD qui est la plus crue depuis même OD Afrique du Sud, mais moi je dirais même OD Bali, pas vous mentir, là, comparé même à peut-être OD Grèce, mais les candidats sont pas présentés d'une façon favorable souvent. Dès le début, ils ont établi qu'il n'y avait pas vraiment de sujet qu'ils allaient pas couvrir. On voit des candidats qui disent que pour eux, une fille qui a eu beaucoup de relations sexuelles, c'est une fille qui a moins de valeur, une fille qui aurait comme en fait, ce qu'il dit exactement, c'est qu'il y aurait plus de prestige à coucher avec une fille qui a pas eu beaucoup de partenaires sexuels. On voit des candidats qui disent que une fille, des fois, quand elle est maquillée, elle est belle, puis elle se réveille le lendemain démaquillée, puis c'est Frankenstein. C'est ça qui est dit mot pour mot dans l'Occupation Double. Aussi, les dynamiques sont vraiment genrées entre les candidats, comment les storylines ont été cadrées dans la période où les maisons étaient genrées. Donc, du côté des gars, c'était la bromance incroyable avec le leader fort et charismatique. Et du côté des femmes, c'était la chicane constante, l'adversité, le bitchage, les clics. C'était vraiment, ça a été ça le récit qu'on a eu toute la saison. Puis moi, je pense personnellement que oui, il y a comme la fenêtre d'Overton est plus à droite, les audiences sont plus tolérantes, les audiences ont une mémoire plus courte, il y a moins de momentum algorithmique qui se crée autour de dénoncer qu'est-ce qui se passe dans Occupation Double. Tout le monde qui le dénonce s'inscrit dans un large éventail de commentaires sur Occupation Double. Les gens review. Si les gens sont offensés, les gens sont d'accord, pas d'accord dans les commentaires, puis on passe au prochain appel. Tandis qu'avant, il y avait quand même, je parle vraiment de la saison de 2022, là, où il y avait eu la controverse sur l'intimidation, ben, il y avait quand même un momentum qui s'était généré du début de la saison à la fin. Puis là, c'est comme si cette saison, il y avait juste tout le temps des événements isolés qui s'inscrivaient pas dans une dynamique plus large. Moi, personnellement, je trouve ça bien parce que ça nous donne la chance de voir certains comportements puis de dire comme yo, ça c'était crazy. Puis cette année, encore une fois, moi je pensais qu'il allait aller, on en parlait au début de la saison, Daphné et moi, qu'il allait aller all-in parce qu'il avait casté un personnage qui était un pasteur. Damien, qui est influenceur chrétien sur les réseaux sociaux, et soit en école pastorale ou est littéralement pasteur, selon... Il y a quand même beaucoup d'abonnés, non? Que déjà, avant même de rentrer à Occupation Double, il y avait plus de 80 000 abonnés sur Instagram, en faisant du contenu justement sur genre, les gens ils vont au club, moi j'aime aller à l'église. Là. Et là, j'étais comme, ok, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il, tu sais, il y avait plein de mimes déjà, est-ce qu'il va essayer d'évangéliser tout le monde? Qu'est-ce qui va se passer avec ça? J'étais curieux de voir le traitement qu'Occupation Double allait faire, mais j'étais curieux aussi de voir la réception du public à un personnage qui est overtly chrétien, parce que non seulement chrétien, mais pasteur, qui amène un peu cette idée-là de genre évangéliser ou genre de spread la bonne nouvelle, tu sais, j'étais comme comment ça va s'inscrire dans Occupation Double. Ouais, moi j'avais même prédit qu'on allait peut-être entendre, je sais pas, des paroles divines ou comme... Qu'il allait citer des versets bibliques. Ouais. Parler un peu de spiritualité du moins, tu sais. C'est ça, puis finalement le résultat qu'il y a eu à Occupation Double cette année, c'est que tout ça a été coupé au montage. Puis pourquoi je le dis avec certitude? Parce que ça aurait pu être que Damien a décidé d'aller à OD, Damien c'est le candidat qui est pasteur, d'aller là-bas puis de pas parler de religion. Puis je pense que ça aurait moins paru que là en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi je pense que
ces candidats-là, Damien et sa compagne, mais Annie, qui est aussi chrétienne, qui est pratiquante, qui a grandi dans une famille somme toute pratiquante, ce que j'en comprends de témoignages de gens qui la connaissent sur Internet, qui disent qu'ils fréquentent la même église. Il y a eu 2 événements qui sont arrivés dans la dernière semaine qui a fait en sorte que tu vois clairement que les 2 candidats parlent beaucoup de religion, non seulement entre eux, mais sûrement aussi en confessionnal, mais que c'est pas montré au public, puis après analyser pourquoi. Mais il y a eu l'Halloween, où est-ce que c'était les 2 seuls candidats qui n'étaient pas déguisés. Puis ça, certains pratiquants chrétiens se déguisent pas à l'Halloween parce que c'est une fête païenne. Mais c'était jamais mentionné pourquoi. Puis il y a eu leur voyage ce dimanche, l'épisode qu'on a vu hier, où est-ce qu'ils étaient à Oktoberfest en Allemagne. Et toute cette saison Occupation Double, pour les gens qui n'ont pas suivi, quand les candidats vont en voyage, ils arrivent leur nuit en voyage, puis il y a tout le temps un moment où est-ce qu'on met en scène la comme demande de consentement pour partager une nuit dans la même chambre. Donc souvent, ça va être comme la fille qui est comme, ou le gars qui va être comme, est-ce que tu veux qu'on dorme dans la même chambre? Puis là, toute la saison, tout le monde a dit oui. Puis c'est pas parce qu'il y a tout le temps des rapprochements, mais souvent, les candidats sont tellement isolés les uns des autres que cette nuit-là dans la chambre, ça leur permet d'avoir comme de longues conversations, qu'est-ce qu'ils ont rarement, mais il y a eu beaucoup de rapprochements. Je pense comparé aux 5 dernières années, c'est la saison où il y a le plus de candidats qui ont couché ensemble. C'est ça qui s'inscrit quand même en opposition avec comme les dernières années d'OD où est-ce qu'un French était comme la plus grosse barrière à passer. Là, puis, il y a beaucoup de mentions aussi de fluides corporels, le cyprine, les femmes souvent parlent d'être mouillées. Ouais, Julie Pierre, comme dans le champ lexical. Mais beaucoup, là, pas juste Julie Pierre. Donc c'est ça, il y avait leur voyage en Allemagne, puis là, on arrive au moment où est-ce que normalement on poserait la question est-ce que tu veux qu'on dorme ensemble? Puis ça cote juste à un plan de confessionnal de Annie qui est comme bien évidemment on dort pas dans la même chambre, ou est-ce qu'elle est comme un peu genre c'était le milieu d'une phrase. Tu sais, ce plan, il est vraiment weird, il est off-putting, tout le monde dans les commentaires a fait comme sur Twitter, sur Reddit, genre c'est donc bizarre, pourquoi qu'ils nous expliquent rien. Faut se mettre en contexte que nous, on n'a jamais entendu parler de leur foi aux 2. Là, je pense que Damien a dit une fois qu'il était chrétien dans son vidéo de présentation, dans son portrait. Fait que là, elle dit ça un peu comme à la fin d'une phrase, évidemment, on dort pas dans la même chambre. Puis ça, c'est utilisé comme outil par plein de supporters d'Occupation Double en ligne pour faire, vous voyez, ces 2-là, ils s'aiment pas, il y a aucun rapprochement, ils se touchent pas. Quand clairement, tu vois, comparé aux autres couples, il y a tellement un contraste de pudeur entre les 2. Ils se frenchent pas, ils se donnent des petits becs, ils se donnent des câlins. C'est comme malaisant un peu physiquement parce qu'il y a une certaine pression de devoir s'afficher comme couple. Puis les autres candidats jugent à quel point les autres sont authentiques. Puis les autres candidats, ils se frenchent à gorge déployée. Ils se collent dans des lits, tous dans la même chambre, comme s'il y avait... Genre, tu sais, c'est comme vraiment... De performer une sexualité qui est comme garante de la force du couple. Moi, j'ai trouvé... Quand j'ai vu ce clip-là de Annie qui dit « Ah ouais, on dort pas dans la même chambre », j'étais comme « Oh my God ». Elle a un récit différent dans sa tête de qu'est-ce qu'elle pense que le public sait sur elle. Parce que quand elle dit « Évidemment, on dort pas ensemble », ça veut dire que le public devrait comprendre pourquoi ils dorment pas ensemble. Devoir expliquer que moi, je suis pratiquante, je dors pas avec quelqu'un si on n'est pas fiancé, pas marié, whatever, c'est quoi, elle, sa barrière qu'elle a dans sa pratique religieuse. Mais on n'a jamais été en contact avec ça, d'aucune façon. Puis moi, en plus, maintenant que tu as ça comme contexte, Damien et Annie, on les voit rarement se parler comme one-on-one dans leurs discussions. On les voit beaucoup raconter leurs discussions, à part une fois où est-ce qu'ils ont fait une joke parce que les 2 partagent un héritage hispanophone dominicain. Là, ils parlent de comme « Ah oui, ma mère qui disait ça », ils parlent un peu en espagnol. Là, on voit, OK, ils ont un background similaire et ils s'entendent bien là-dessus. Mais souvent, on les voit décrire leur conversation. On les voit rarement avoir la discussion. Je pense que pourquoi qu'ils ont ce montage-là dans la saison, parce que là, on est rendu à la fin. Là. Ouais. Toutes les couples ont eu beaucoup de screen time. Eux, ils en ont vraiment moins que tout le monde. Je pense que c'est parce que la religion, ça prend une grande place dans leur discussion. Puis c'est pour ça qu'ils sont pas dans l'émission, parce que OD a décidé qu'il allait avoir aucune discussion là-dessus. Puis ça, c'est ça qui est intéressant à analyser. C'est quoi ce choix éditorial d'Occupation Double? L'année où est-ce que la saison est la plus sulfureuse et la plus flagrant, pour prendre le mot anglais, tu sais, où est-ce que les gens sont vulgaires, les gens, ils couchent ensemble, tu sais, on est dans la saison vraiment moi j'appelais la saison la dernière chance, où est-ce qu'il faut aller chercher de la cote d'écoute. Ben,
Moi, j'aurais trouvé ça encore plus génial qu'il y ait cette dynamique religieuse où est-ce qu'on parle de montée du religieux chez les jeunes, tu sais, comme inscrire ça dans comme le canon qui est Occupation Double comme représentation de notre génération, qui est comme, ouais, il y a des jeunes religieux fucking pratiquants. Je trouve que ça aurait fité dans le tempo, le vibe de la saison, mais ils ont décidé de pas faire ça. Puis moi, je pense que c'est parce que les 25 dernières années de discours politiques autour de la laïcité sont rentrés dans l'esprit de cette équipe de production qui est pas comme vraiment politically literate. Il y a un malaise par rapport à la religion au Québec. C'est ça, par rapport à toute forme de pratique religieuse. C'est qu'on a réussi, ou le Québec, ou Québécois, ou l'industrie médiatique québécoise a réussi à faire en sorte que toute forme de pratique religieuse équivaut à un renoncement à la laïcité. On a créé une espèce d'équivalent où est-ce que la laïcité égale à aucune religion dans l'espace public. Pas à la laïcité égale à la neutralité religieuse de l'État. C'est que la laïcité s'exercerait par le fait qu'on retire le religieux de la vie. Tandis que c'est pas vraiment ça, un État laïque, c'est un État qui prend pas position religieuse. Moi, j'ai tout le temps, c'est pour ça que je suis contre la disposition de la loi 21 qui empêche les enseignantes de porter un hijab, parce que pour moi, pour avoir un État laïque, il faut que tout le monde puisse pratiquer leur religion. Quand François Legault, il dit les Québécois sont pour la laïcité, pour la loi 21, ben pour lui, comment les Québécois verraient que la laïcité s'exprimerait dans la société, c'est qu'il n'y ait plus de munitrices de service de garde puis de profs qui portent des hijabs, tu sais. Mais c'est pas vraiment ça, la laïcité. Mais, fait que c'est ça, je pense que c'est juste drôle qu'ils sont allés all-in dans tous les aspects politiques, sociaux, mais que la religion, ça a été vraiment too much pour eux. Puis là, ils nous donnent cette espèce de récit de couple incomplet. Puis je pense que c'est ça qui va nuire le plus à Annie pis Damien. Le seul couple de couleur. En plus, tu sais. Puis le premier couple 100% afro-descendant de l'histoire d'Occupation Double. Parce que Inès puis Steven sont rendus en finale, mais Inès est marocaine. Et après Chiari puis Marjorie, ça compte pas parce que c'est Chiari. Fait que c'est une joke. Mais c'est ça, je trouve ça fucking intéressant. Je trouve que c'est pour ça, tu sais, quand on a parlé d'OD la dernière fois, il y avait quand même beaucoup de discours dans les comments sur Patreon sur genre, comme à quel point OD, c'est comme, c'est meaningless, faut pas en parler, comme quel sens qu'on peut trouver, à quoi ça sert. Puis je pense que c'est pas nous qui décident c'est quoi les expériences culturelles fédératrices, il nous arrive. Tout le monde parle d'Occupation Double cette année, beaucoup de gens en tout cas, ben genre étudions-le. Moi je souhaite juste qu'on en ait plus. Et ça me fait penser que dans les éditions précédentes de OD, parfois tu sais, il allait visiter des temples où tu sais, il participait à des espèces de cérémonies spirituelles là, de la culture où il était, là, dans le pays d'arrivée, ou je sais pas trop. Mais c'est comme s'il laissait la place à ça du moment que c'est quelque chose de touristique, un loisir, un divertissement, quelque chose quasiment que tu regardes de loin, mais ça n'a pas sa place finalement si toi tu la pratiques ou tu la vis, ta spiritualité. C'est tout pour moi. OK, merci Monet. Moi, mon sujet, c'est, je répète, le retour de la femme ingouvernable de Miss Piggy à Lily Allen, parce que j'ai appris, je pense que ça fait 2-3 jours, en tout cas, que Jennifer Lawrence, donc actrice américaine, allait produire un film sur Miss Piggy avec Emma Stone et que l'humoriste Cole Escola était après écrire le scénario. Ça pour dire que moi, j'écoutais les Muppets quand j'étais petite parce que mes parents voulaient que j'apprenne l'anglais, fait que je regardais ça. Puis mon toutou d'enfance, c'était une grenouille Kermit. Crinquait son dos, puis ça faisait de la musique. Je l'ai encore dans le garde-robe, mais il fonctionne plus. On va le réparer. Fait que toute mon enfance, je me suis identifiée à Miss Piggy. Parce que dans l'histoire des Muppets, Miss Piggy, c'est la blonde de Kermit. Puis c'est quand même un personnage intéressant. Tu sais, Miss Piggy, je sais pas si toi, tu la connais ou non. J'ai pas regardé les Muppets. OK, mais on pourrait peut-être mettre un extrait. Vous et moi, it is French. Sometimes it is wearying being the only person around here with culture and refinement. N'est-ce pas? There's only one Miss Piggy, and she is moi. Parce qu'elle a une voix vraiment nasillarde et loud. C'est quelqu'un qui se maquille vraiment beaucoup, est dans la performance d'une féminité, mais comme ultra féminin. Elle porte des talons hauts, elle aime la couleur rose, les boas de fourrure. C'est quelqu'un qui est des fois dominante, est chiale, est même genre un peu self-centered, donc égocentrique. C'est quelqu'un qui désire la célébrité de façon explicite. Puis c'est surtout quelqu'un, je trouve, qui aime, qui désire. Fait qu'elle est en amour avec Kermit. J'ai noté, elle aime comme une chienne. C'est-à-dire qu'elle est comme capable d'aimer sans nécessairement recevoir en retour. Parce que il me semble que, en tout cas dans mes souvenirs, Kermit, il est pas toujours super fin avec elle. Puis à part de ça, elle fait des arts martiaux.
Ok, ouais. Détail intéressant. C'est comme un être désirant. Puis tu sais, le désir chez la femme, c'est pas toujours vu de façon positive. Puis elle se permet de désirer sans nécessairement, elle, être désirée en retour. Puis ça, je trouve ça intéressant de la part d'un personnage, surtout dans une émission qui est d'abord destinée aux enfants. Puis je me rappelle même que ma sœur jumelle, quand j'étais petite, me traitait des fois de Miss Piggy, puis je savais pertinemment que dans ses mots, puis comme la façon qu'elle disait, c'était quelque chose de dépréciatif. Tu sais, c'était pas un compliment qu'elle me faisait, là. Non, mais ça me dérange pas parce que je l'embrace comme c'est ma inner Miss Piggy. Je pense que j'y ressemble un peu des fois. Apparemment que pour certaines personnes, ça serait une icône féministe. Ça, j'avais lu un texte qui s'appelle Miss Piggy Feminism, Redefining Human Relationship Through Martial Arts de Samantha Brennan. C'est un papier universitaire. C'est une fille qui étudie à l'université de Western Ontario. Fait que je peux le mettre dans les notes, là. Mais bref, on apprend à travers, en lisant ce texte, puis tu sais, il y en a quand même beaucoup, là, des textes sur Miss Piggy sur le web, qu'elle a même remporté le prix Sackler Center en 2015 pour son rôle de pionnière féministe. C'est pas un personnage qui aurait été nécessairement écrit pour les petites filles, mais plutôt pour les femmes. C'est pas un modèle pour les petites filles. Du moins, c'est pas le genre de modèle qu'on représente d'habitude. Pour moi, ça n'a jamais été non plus un modèle aspirationnel, mais c'est justement ça que j'aime aujourd'hui. Le fait qu'elle représente une forme de paradoxe extrême, que c'est quelqu'un qui est tellement difficile à catégoriser, à cerner, puis qu'on l'aime autant qu'on la déteste. Dans le texte, elle va quoter, je sais pas trop, une chercheuse qui dit que c'est à la fois un objet de dégoût et de désir, qu'elle est à la fois repoussante et attirante, forte et délicate, amicale et hostile, à la fois humaine ou femme et animale. C'est une marionnette, mais c'est une marionnette complexe, qui ne se laisse pas manipuler. J'ai lu aussi, là, j'ai fait des recherches, elle a un backstory de 4 pages qui avait été écrit par son créateur, qui n'est pas destiné au public, mais juste aux marionnettistes qui veulent la manipuler pour comme comprendre un peu c'est quoi son intériorité. C'est-tu public, ce backstory-là? J'ai pas trouvé les 4 pages, mais j'ai comme les grandes lignes de ça. Fait qu'elle vient d'une petite ville, son père est mort quand elle était vraiment jeune. Elle a vraiment une mauvaise relation avec sa mère qui la traitait vraiment mal. Puis elle a dû s'enrôler dans des concours de beauté pour survivre. Oh my God! Puis ça disait aussi que she has a lot of aggressiveness. C'est quelqu'un de très agressif. C'est qu'elle a eu besoin de cette agressivité-là, justement, dans son cheminement de survivance. De beauty pageants. Non, mais juste pour traverser la vie en tant que femme célibataire, seule, vulnérable aussi. Puis tu sais, c'est quelqu'un qui recherche la célébrité. Fait qu'elle a ce désir d'être une star qui l'amène à devoir cacher cet angle-là de sa personne, donc sa vulnérabilité immense. Wow! La complexité. Ouais, vraiment, là. Ça pourrait être comme vraiment un navet, ce film, mais ça m'a donné le goût. Puis surtout qu'on a dit que ça allait être un film dark. Je trouvais, en y repensant, que Miss Piggy, c'est vraiment je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle signale le retour d'une féminité comme typifiée ingouvernable, ou en anglais, on pourrait dire unruly. Donc, qui se laisse pas caser, mais qui se laisse pas non plus contrôler. On pourrait dire aussi feral, tu sais, le sauvage, mais moi, j'aime aussi le terme goblin mode, dans mode gobelin. Oh, mais mode gobelin, ça veut dire genre être enfermé dans son lit, avoir des assiettes puis de la bouffe autour pendant que tu games. Ouais, ça peut être ça. Mode. Ça peut tellement s'incarner dans plusieurs postures. Tu sais, il y en a pas juste une qui est bonne. Puis c'est ça aussi qu'il faut garder en tête, parce que du moment que t'as une marche à suivre pour devenir une femme ingouvernable, ben ça marche pas, là. Tu sais, il y en a pas de marche à suivre. Je pense que ce qui fait en sorte que t'es unruly ou ingouvernable, en fait, c'est que t'es pas tout le temps likable. C'est-à-dire que tu déplais parfois, ou tu déplais tout le temps, ou il y a une partie de toi qui va te déplaire, puis c'est quelque chose que t'assumes. Puis moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de travailler dans les dernières années. J'avais même fait graver, tu sais, les colliers qu'on avait quand on était jeune, c'est des colliers avec des petites graines de riz.
Tu sais, c'est de quoi je parle? Non, je sais pas de quoi tu Ben, parles. puis tu inscris des choses sur la graine de riz, genre. J'ai jamais fait ça. Ah, ben, je vais te le montrer, il est dans mon coffre à bijoux, mais genre, j'ai fait inscrire le chienne sur un grain de riz. J'ai un collier grain de riz avec ça pour me rappeler que j'essayais de déplaire, d'être une chienne, de dire non sans me sentir coupable. Fait que Miss Piggy, elle est pas parfaite, elle déplaît, et même des fois, elle vengeresse, on pourrait dire qu'elle est porcine parce que c'est un cochon. Je pense que Brad, ça a amené aussi cet élan-là vers une façon d'être, peut-être. Qu'il y a une dualité entre genre la féminité full assumée, mais aussi la destruction, puis genre là. Exact. Je trouvais que ça faisait vraiment contrepoids à un autre courant parallèle qui est assez différent, donc celui de la tradwife dont on parle beaucoup dans les médias. C'est comme le contrepoids à ça. Cette nouvelle-là sur le film de Miss Piggy, ben ça arrive au même moment qu'un autre moment culturel, c'est-à-dire la sortie de l'album West End Girl de Lily Allen, la chanteuse britannique. We are talking specifically about her divorce because she has released a new album. It sort of came from nowhere on the weekend. It's called West End Girl. And I have never heard a more detailed account of the breakdown of a marriage. Lily Allen, West End Girl. This is a start to finish masterpiece. Lily Allen's West End Girl has sparked a career resurgence, but is it all just tabloid fodder, or is this really one of the albums of the year? Dans cet album-là, elle va faire la chronologie de son divorce avec l'acteur de Stranger Things, David Harbour. Je suis une fan de Lily Allen de quand j'étais jeune, genre 18 ans, là, 19 ans. Sa tune Smile, ça a littéralement bercé ma première vraie peine d'amour. C'est quelqu'un que, tu sais, j'ai énormément écouté ces chansons-là, mais ça fait tellement longtemps. Puis là, apparemment, ça faisait 7 ans qu'elle avait pas lancé d'album, puis boum, ça arrive, elle a enregistré ça dans le temps de le dire comme en 10 jours. Puis c'est entièrement sur sa rupture, son divorce. Presque de façon chronologique, là, elle va tout détailler ça dans les paroles. Puis justement, dans la foulée du lancement de cet album-là, qui fait quand même pas mal jaser, j'ai vu un TikTok de Lily Allen où elle va parodier une vidéo de Nara Smith, donc la fameuse tradwife par excellence. Lily Allen, j'ai pas suivi genre l'entièreté de sa carrière, là, je veux dire, ça fait un bout que je l'ai écoutée, puis je sais qu'elle a vécu son lot de controverses. C'est pas quelqu'un de parfait pantoute, je pense qu'elle a été cancel plusieurs fois, mais c'est quelqu'un qui est très cru dans ses paroles. J'avais oublié à quel point c'était ça, peut-être plus les standards dans la façon d'écrire des paroles. On n'est pas comme dans un album de Taylor Swift où c'est juste des métaphores, là. On est vraiment dans l'explicite, c'est messy, tout est détaillé. Fait que, par exemple, elle va nous raconter tous les détails de sa rupture, là, de la facture qu'elle va retrouver dans un sac par rapport à une sacoche que son ex-mari aurait acheté à une amante. OK, il l'a trompé? Ouais, ben, c'est comme, il était dans un genre de couple ouvert. Tu sais, il y a plein de détails, là. Je peux pas tout te raconter l'histoire, faut que tu écoutes l'album, mais les jouets sexuels qu'elle retrouve, là, tu sais, elle va dire, j'ai retrouvé un butt plug, j'ai trouvé un cheveu noir dans les draps de mon lit, blablabla. C'est extrêmement personnel, c'est très particulier, puis tu sais, c'est quasiment comme, tu sais, l'expression qui dit laver son linge sale en public, c'est littéralement ça. Mais c'est rafraîchissant, puis je trouve que c'est ça, ça détonne justement dans un environnement musical où on a quand même parlé de la musique générée par l'IA, des espèces de musique très génériques. C'est tellement personnel, c'est tellement particulier, c'est comme à l'opposé du slop, qu'on est dans une rupture qui est tellement située. Tu sais, on nomme même les gens, par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Madeline, puis c'est tout autour de cette amante ou cette maîtresse qui s'appellerait Madeline. Puis on entend parfois même des échanges entre Lily Allen et Madeline. Qu'est-ce qu'elles sont dit? Des textos, on va lire des textos dans les paroles de la chanson. C'est pas mes mots à moi, là. Vanessa Destinée, elle a écrit un texte dans Urbania là-dessus qui s'appelle Lily Allen pour nous sauver de l'hétérofatalisme, mais il y a quelque chose de revanchard dans ce qu'elle... Tu sens la rage, la frustration, la colère de Lily Allen. Puis même, genre, à l'Halloween, et encore dans l'espèce de buzz médiatique du lancement de cet album-là, ben... Aussi, c'est que la saison de Stranger Things sort. Ouais. Fait que c'est comme si David Harbour, lui, sort de son hibernation pour faire la promo de tout ça. Fait que lui aussi, il est comme dans les médias. Ouais. À l'Halloween, par exemple, elle a publié un TikTok d'elle déguisée en Madeline. Donc, le personnage là, dans le dessin animé pour enfants Madeline. Elle enfonce le clou là, constamment dans toute sa production de contenu. Ça me fait penser à aussi, là, désolée de faire des parallèles entre des femmes. Là, je veux pas les mettre une
face à l'autre, mais Katy Perry qui a sensiblement le même âge, puis qui vient aussi de sortir une chanson de rupture. Je sais pas si tu l'as écouté, Band-Aid. Elle vient de sortir une chanson de rupture live. Ouais, Band-Aid. C'est comme post-GT, genre, qu'est-ce qui se passe avec Trudeau Boy? Je pense que ça va bien. C'est une vieille chanson? Tried all the medication, lowered my expectation, made every justification, bleeding out, bleeding out, bleeding out slow, band-aids over a broken heart. Ça, c'est générique, là. Je veux dire, ça pourrait s'appliquer à n'importe quelle rupture, tandis que Lily Allen, c'est tellement spécifique. Puis il y a quelque chose dans l'idée d'être générique qui est comme... Hey, je vais parler de mes émotions, mais je vais faire attention de pas blesser les gens, tu sais, je vais être diplomate. Alors que je sais pas si t'as vu, mais la nouvelle blonde de son ex à Katy Perry, là, elle s'est déguisée en Katy Perry à l'Halloween. Ah ouais? Elle s'est déguisée en Katy Perry qui va dans l'espace à l'Halloween, puis elle s'est mise à embrasser le plancher. C'est tellement mean, c'est tellement petty. Fait que moi, si j'avais été Katy Perry, je serais allée all-in dans mes paroles, genre. Anyway, fait qu'avec Lily, on a l'impression de se mettre le nez dans les bobettes sales, tu sais. On a l'impression même quasiment de pouvoir sentir les traces de sperme sur ses draps. On est dans l'intime, on a les noms, on a les faces, puis on a aussi une trame visuelle pour bien enraciner son histoire dans une vraie maison, même de voir les vrais meubles, le vrai lit du couple. Parce que en 2023, il y a eu la tournée de leur appartement de plusieurs étages, là, c'est super luxueux, à New York. Welcome to the bedroom, AD. This is our bedroom. It's kind of cool because there's no windows in this section, right? So there are windows in the bathroom and then there are windows in the closet. David likes to sleep in the mornings. It's true. And he doesn't like natural light because he's also a vampire. It's true. So we can close these doors and he can sit in here and sleep or watch television till 2 o'clock in the afternoon. Yes! Puis là, évidemment, post-lancement de l'album, ben il y a beaucoup de personnes qui revisitent cette vidéo-là. Maintenant, il y a 8,7 millions de vues sur Internet. C'est une vidéo, je me rappelle l'avoir vue à l'époque, j'avais trouvé ça vraiment malaisant. Puis j'étais pas capable de mettre mon doigt sur qu'est-ce qui me rendait mal à l'aise. Est-ce que c'est le décor? Parce que c'est surchargé. On dirait qu'on est dans le palais de Versailles, mais crème. Il y a de la tapisserie avec des fleurs partout, du tapis. Et là, il y a la chambre des maîtres, donc de Lily et de son ex, qui a pas de fenêtre. Puis c'est comme un gros lit rose. Son ex-mari, bref, fait des commentaires tout le long de la tournée de l'appartement. Il hate sur la décoration? Non, on dirait qu'il hate sur sa blonde, sur Lily, tu sais, puis il veut toujours prendre le spotlight. Tu le vois toujours marcher devant Lily pour se mettre devant la caméra. Puis là, je vais lire un extrait de l'article de Vanessa Destinée dans Urbania que j'aimais bien. Fait qu'elle dit « La chanteuse fait le choix conscient et délibéré d'exposer sans réserve l'amant qui lui a fait du mal alors qu'il est généralement attendu des femmes qu'elles fassent preuve de retenue, de discrétion, voire de clémence quand elles sont humiliées par l'homme de leur vie. » Dans la bouche d'Allen, la célèbre phrase de Gisèle Pellicot « Il faut que la honte change de camp » devient un hymne pour enterrer David Harbour vivant. Tu sais, même c'est violent. Tu sais, je parlais de Miss Piggy qui était parfois violente, là, qui fait des arts martiaux et tout. À un moment donné, même dans une de ses chansons, t'entends des coups de fusil. Comme si elle était là, puis elle était prête à tuer, genre. But you're not a stranger, Madeleine. C'est rafraîchissant dans le sens qu'elle présente pas non plus un modèle de la souffrance puis de la colère qui est là comme une chose à faire ou un mode d'emploi. C'est plus comme un crash-out. C'est ça qui fait en sorte, je pense, qu'on peut plus s'identifier, se reconnaître dans cette œuvre-là. Puis je pense qu'il y a quelque chose dans la réception des œuvres de ces personnages-là, Miss Piggy, Brat, Lily Allen, en ce moment, qui est influencé par le climat actuel. Puis je pourrais pas mettre mon doigt sur la chose, parce que est-ce que c'est la montée de la droite? Je sais pas. Mais en tout cas, ça me faisait penser à mes recherches sur les explorateurs polaires, parce que des explorateurs polaires qui ont exploré pas mal en même temps les mêmes régions. Il y en a qui ont été portés au nu, puis d'autres qui ont été littéralement oubliés, dépendamment de l'époque, en fonction de ce qu'on avait besoin, de ce qu'on cherchait à ce moment-là de l'histoire. Par exemple, il y a 2 explorateurs britanniques qu'on compare souvent, donc Robert Falcon Scott et Shackleton, qui sont pas mal les explorateurs de la même époque. Puis il y en a un, juste avant la Première Guerre mondiale, qui est devenu immensément célèbre, donc Robert Falcon Scott,
parce que, bon, son exploration n'a pas vraiment réussi, donc il a échoué, puis il est mort. Il est mort, mais à cette époque-là, on avait besoin de cette mort-là, de ce sacrifice, en guillemets, pour la nation, parce qu'on cherchait des héros sacrificiels. Pourquoi? Parce que durant la Première Guerre mondiale, il y avait énormément de morts. C'était la première guerre qu'on dit industrielle, puis on avait besoin de faire sens de ces morts-là, de trouver une signification à tout ça. Donc, on s'est accroché à cette figure-là pendant longtemps, pendant au moins 50 ans, jusqu'à temps que, à un moment donné, autour de la guerre du Vietnam, justement, cette idée de héros sacrificiel-là, ça tenait plus la route. Les gens se rendaient compte que la guerre, finalement, ne permettait pas, même si on en mourait, de nous transformer en héros, que tout était vidé de son sens. Les gens commençaient à repenser finalement leur façon d'envisager le monde. Puis le modèle du héros sacrificiel, il est comme tombé en désuétude. Puis là, on s'est mis à s'intéresser plutôt à Shackleton, qui lui n'était pas mort, mais qui avait été un leader extraordinaire. Son bateau s'est fait broyer par les glaces, en fait. Fait qu'il a été pendant des mois sur la banquise. Là, il est allé sur une île, l'île de l'éléphant, avec genre ses hommes, je pense qu'il était à peu près une vingtaine. Puis là, il leur a dit « Attendez-moi là ». Il s'est construit une petite barque, un bateau, genre avec... il est embarqué là-dedans avec 4 hommes. Il a traversé la mer de Weddell, qui est une des mers les plus tumultueuses sur la planète Terre. Il a survécu pour finalement se rendre à une station baleinière, donc où on tuait les baleines. Puis là, il a traversé l'île pendant genre 2 jours sans manger, sans dormir, pour finalement trouver des humains là-bas pour leur dire « Hey, j'ai des naufragés, il faut aller les aider. Mon équipage qui est resté sur l'île de l'éléphant. » Puis après plusieurs tentatives, il a finalement sauvé tous ces hommes qui sont venus sains et saufs. C'est littéralement un tour de maître, là, tu sais. Puis lui, à ce moment-là, autour des années de la guerre du Vietnam, ben, il correspondait à l'idéal masculin dont on avait besoin, c'est-à-dire une figure de leader. Puis on voyait ça comme un leader, même dans le monde des affaires, des entrepreneurs. Ben oui, to this day, là, tout le temps, il va y avoir des self-help books qui prennent les sourds de Shackleton. Ben oui, même des cours à Harvard qui enseignent, par exemple, certaines habiletés en affaires en prenant Shackleton comme modèle. C'est ça, c'est que ça dépend, tu sais, de l'époque, du zeitgeist. Puis là, je me suis demandé, ben tu sais, en ce moment, c'est comme si on avait besoin de voir une femme qui en rupture, une femme rompue, une femme souffrir, une femme en colère, c'est avec ça qu'on s'identifiait le plus. Une femme qui vit l'effondrement de son couple, une femme qui vit une colère, un désir de vengeance, une femme ingouvernable. D'ailleurs, même quand Taylor Swift là, elle a lancé son album, il y a un article dans le New Yorker qui a été publié le 5 octobre qui dit « Do we still like Taylor Swift when she's happy? » C'est comme si cette idée là, de couple parfait puis que tout va bien, ben ça correspondait pas à ce qu'on avait besoin en ce moment. Puis là, ben évidemment, toute l'espèce de discours qui se passe autour de l'article de Chanté Joseph « Is having a boyfriend embarrassing now » publié le 29 octobre, qui a été repris notamment par la presse, là, une chroniqueuse ou journaliste qui a simplement repris le concept de l'article en changeant le headline. À travers ces articles-là, on parle de hétéro-fatalisme, donc une espèce d'état où les femmes seraient désillusionnées puis se résigneraient s'ils ont des relations hétérosexuelles avec des hommes, ben, à ce que ça soit décevant. Est-ce que c'est ça qu'on recherche? Est-ce qu'on veut une femme qui souffre pour relate? Selon moi, c'est plus l'état d'esprit dans lequel nous plonge la souffrance qui est recherchée. Quand on souffre, justement, ben, on est poussé à dire les choses telles qu'elles le sont, à moins censurer, à être peut-être plus dans un mot que j'aime pas, mais l'authenticité. On n'a pas peur de faire mal, même que des fois, on aime ça faire mal. Fait que dans ce sens-là, on est un peu comme des Miss Piggy. On fait pas la bonne affaire, mais on fait quelque chose de vrai en fonction des émotions qu'on ressent. On n'est pas en train de protéger personne, on n'est pas en train de flatter quelqu'un, on n'est pas en train de préserver une image, hein? On confronte. Puis je pense que c'est ça qu'on recherche finalement, peut-être plus une forme de sincérité, de dire les choses telles qu'elles le sont, plutôt que l'émotion de la tristesse, de la souffrance. Voilà. Ben merci beaucoup Daphné, fucking bon segment. La recommandation culturelle cette semaine, Daphné et moi on a vu une vidéo qu'on a full aimée. Carl et nous, 2.1 essai, c'est disponible gratuitement sur YouTube, puis on va la mettre dans les notes.
Moi, je trouve, pour vrai, c'est, pour reprendre un mot, pour moi, qui est selon moi le mot de l'année, c'est generational, là, comme vidéo, là. C'est un essai vidéo qui part, en fait, de l'attentat au sabre qu'il y avait eu à Québec. Le katana. Ouais, le katana, où est-ce qu'un homme, le soir de l'Halloween... Carl Giroir. Carl Giroir était allé à Québec, là, puis qu'il avait tué 2 personnes. Et là, parle de cet acte de violence-là et étudie notre rapport à la violence depuis les 50-60 dernières années, ou un rapport à la violence, comment il a été cultivé dans la pop culture, mélangé avec l'état du monde socio-économique. Je pense qu'il y a les liens qui sont faits sont vraiment intéressants, puis comment le récit est raconté, c'est tellement engageant. Ça rappelle du Adam Curtis. Ça s'inscrit dans ce qu'on appelle les visual essays, qui sont assez populaires sur Internet, mais je dirais qu'il y a vraiment un gros manque à combler du côté québécois. On n'a pas encore vraiment de vidéos essais ou de vidéos essayistes qui, du moins, produisent ce genre de contenu-là de façon régulière. C'est un espace médiatique à combler, puis je trouvais que nous, on était excités par l'avènement de ça. Fait qu'allez l'écouter, le lien dans la description. C'est de Victor Galatera et aussi Chien dans Réfractaire. Puis ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est ça, c'est que oui, on part d'un cas d'actualité assez spécifique au Québec, mais ça ratisse très large, puis on va s'intéresser à la politique mondiale, puis à l'histoire. Ce qui est drôle, c'est que nous, on a jasé avec Victor Galatera parce qu'on faisait partie d'un panel sur les podcasts au Québec que lui, Victor Galatera, avait organisé. Puis je sais pas si c'est comme confidentiel ou whatever, mais il nous a dit qu'à la base, c'était destiné pour la plateforme audio à Radio-Canada, puis qu'il y avait finalement backtrack en voyant l'ampleur peut-être du projet, puis c'est justement ce genre d'ampleur-là qu'on a besoin. C'est justement ça qui fait que c'est un produit culturel intéressant. Fait que quand tu nous as dit ça, moi, de un, ça me surprend zéro, mais continuer à refuser des types de projets comme ça ambitieux et continuer à produire des choses qui ne nous intéresseront pas. Bars, juste pour dire, le texte de l'essai vidéo, c'est Victor Galarreta et Éloi Aloran. Ben c'est ça, moi j'ai vraiment aimé ça, je suis comme j'en veux d'autres, mais ça prend du temps là, mais genre puis je suis totalement d'accord que comme c'est quand t'arrives là-bas puis qu'il y a dans un diffuseur, une institution, pis c'est comme ouais, mais à qui ça va plaire, qu'est-ce que tu veux dire vraiment? Quand tu fais le processus de pitch, on s'attend à ce que t'aies déjà tout écrit puis tout fait, c'est comme non, je fais du documentaire, je fais de l'essai, faut que je commence à le faire, genre. Un essai, ça prend au moins 1 an à faire là, tu sais. Puis c'est un parcours intellectuel, mais tu peux pas... moi, j'ai pas l'impression que c'est une question de temps plus que du fait que dès qu'on veut dire plus que quelque chose d'hyper circonscrit puis de basic, ben là, non, ça fonctionne pas. Alors que les gens sont intelligents au Québec, puis les gens veulent quelque chose d'intelligent sur lequel ruminer, penser. Puis apprendre des choses. Les gens sont curieux, je pense que c'est ça aussi l'affaire. On est tanné de se faire dire des choses qu'on sait déjà. Fait que merci Daphné, c'était Café Snake, épisode numéro 67. Yeah. 6-7, tu sais. Ok, non, ça, je suis tannée. Ok, la musique d'intro et d'outro est de Azlo. A-Z-L-O. Puis vous pouvez vous abonner à notre Patreon. Merci tout le monde. 5 stars sur Apple Podcast, Spotify. À la semaine prochaine. Bye tout le monde.